Bonsoir à toutes et à tous. Comme j'ai promis de ne pas être trop long, je vais lire mon texte. Ceux qui me connaissent savent que c'est le seul moyen pour que je respecte un peu le timing. Le SLF est particulièrement heureux de vous accueillir et d'accueillir cette rencontre débat autour des rédacteurs du recueil Propos sur le métier de libraire, conversation sur le commerce des livres. Ces rédacteurs, vous les connaissez, Josette Vial, la librairie Compagnie à Paris, Philippe Touron, librairie Le Divan à Paris, Pascal Thuot, librairie 1000 pages à Vincennes, Jean-Jacques Tonnet de la librairie Tonnet à Pau, Isabelle Schulman et Antoine Front de l'Arbre à lettres Mouffetard. Alors ils ne sont pas à la tribune, mais ils sont là, ils sont dans la salle. Christian Torel, librairie Ombre Blanche à Toulouse. La réflexion et les échanges initiés par ce groupe de libraires rejoignent pleinement les priorités du SLF. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé extrêmement important de faire cette rencontre. Première priorité, agir en même temps sur l'économie et sur le métier. L'amélioration de l'économie des librairies ne peut pas s'entendre sans une réflexion sur les pratiques des libraires et sur leur métier. L'un ne va pas sans l'autre. Améliorer la situation économique des librairies sans repenser notre métier n'a pas plus de sens que repenser notre métier sans avoir les moyens de l'exercer. Deuxième axe, le métier de libraire doit réaffirmer les fondamentaux tout en accompagnant les évolutions. Sur l'ensemble des thèmes traités dans ce recueil, les assortiments, le management, la vente, les animations, la transmission, ou la place et l'image de la librairie dans son environnement, on voit un métier à la fois ancré dans des pratiques, des savoir-faire et en perpétuel mouvement. Troisième constat, la qualité paye. Ce qui fait la qualité, le qualitatif des libraires, leur personnel, leur offre, leur lieu, leur place au sein de la communauté, de leur quartier, de leur ville, et certes ce qui leur coûte par rapport aux autres circuits de vente du livre, mais surtout ce qui leur rapporte, car c'est de plus en plus ce qui permet de faire la différence avec les autres types de vendeurs de livres. En défendant et en réinvestissant le qualitatif, la librairie veut être à la hauteur des exigences qui sous-tendent le prix unique du livre. Mais elle a aussi en tête la valeur économique du qualitatif. Les études Xerfi, sur lesquelles je ne reviendrai pas, montrent que les libraires qui misent sur la qualité de service et de l'offre s'en sortent mieux que les autres, économiquement parlant, donc qualitativement et économiquement. Construire l'avenir de la librairie, notamment à travers la formation des jeunes et la formation continue de ceux qui sont en activité. Ces convictions, nous ne devons pas seulement les réaffirmer, nous devons les transmettre. C'est le rôle des actions que mène le syndicat en matière d'accompagnement des libraires, notamment à travers le futur observatoire de la librairie, mais aussi de formation, avec la réflexion en cours sur la politique de formation initiale et continue, formation continue, au sein de notre branche en lien avec l'INFL. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la présence d'Olivier Lostis, son président, et je crois que c'est un signal très important que l'INFL soit aussi associé à cette soirée. Mais il y a aussi les autres organismes de formation que nous avons également conviés ce soir et dont un certain nombre ont envoyé des représentants. Enfin, réaffirmer la position de la librairie dans la filière de la création au service des auteurs, des éditeurs et bien sûr des lecteurs. Vous êtes très nombreux ici à représenter les auteurs, les éditeurs, les diffuseurs et les pouvoirs publics, et je crois que ce n'est pas anodin. La librairie veut réaffirmer qu'elle est au service de la création et de la lecture. Les efforts que les pouvoirs publics, à travers le plan librairie d'Aurélie Filippetti, les aides du CNL, dont je salue la présence du président ce soir, et les éditeurs, à travers eux aussi la contribution au plan librairie via la DELC, font qu'aujourd'hui, en faveur des librairies, il n'y a pas une seule corporation qui essaierait de se défendre, mais l'ensemble d'une chaîne qui se met au service de la diffusion du livre et de la lecture. Voilà, les libraires doivent être à la hauteur de cette responsabilité. Ils ont bien l'intention de l'être. Je crois que c'est le message que nous voulons tous autour de cette table faire passer ce soir. Et sans plus attendre, je passe la parole à Josette Vial. Alors, il y a environ un an, l'actualité du moment a rapproché quelques libraires ici présents.
Un petit groupe s'est ainsi constitué, un petit peu par hasard, mais des convergences entre nous sont très vite apparues au fil de nos conversations. Notre longue expérience du terrain, notre souci de définir, d'analyser le quotidien, de qualifier nos savoir-faire nous ont rassemblés et soudés. C'est ainsi qu'en mars 2013, au Salon du Livre, très naturellement s'est présentée la nécessité de mettre par écrit nos réflexions. Nous avons ensuite choisi la forme de l'interview, chacun choisissant son thème de prédilection. Nous voulions que la lecture soit fluide, homogène et surtout sans redite. Olivier Carrero s'est alors joint à nous pour un travail de journaliste, de transcription et de réécriture. Cet opus, donc, propos sur le métier de libraire, devait concerner uniquement le commerce en ville et la vente du livre papier, et il se fixait plusieurs objectifs. D'abord et surtout, donner une vision optimiste et enthousiaste de notre profession, en témoignant du plaisir que nous avions encore à l'exercer après toutes ces années de pratique, et ce, jusque dans ses activités les plus humbles. On voulait expliquer la complexité de ce métier, fait d'un agrégat de tâches parfois très simples, parfois difficiles, car oscillant sans cesse entre commerce et culture, entre intellect et pratique, entre gestion et imagination. On voulait aussi se démarquer des discours mortifères annonçant le déclin de la librairie française, de plus en plus insupportable à entendre. On nous rangeait dans les placards des passéistes, tout juste bons à servir de décor aux cartes postales, entre bouquinistes et boutiques d'occasion, en ne faisant plus rêver les vivants, mais se lamenter les nostalgiques. Ajoutons à cela que nos partenaires, éditeurs ou diffuseurs-distributeurs, nous renvoyaient des exigences qu'ils ne se donnaient pas à eux-mêmes. La péréquation, les bonnes pratiques ne sont pas du seul ressort de la librairie. Bien entendu, nous ne sous-estimions aucune des difficultés auxquelles les librairies sont confrontées. Nous-mêmes ne sommes à l'abri de rien, ni protégés par des statuts avantageux, ni plus égoïstes dans nos comportements. Au cours de nos carrières respectives, les embûches n'ont jamais manqué. Donc, pour notre santé mentale et physique, il devenait indispensable de proposer un autre futur. Pour cela, nous avons voulu démontrer que la librairie a en elle-même des ressources, des capacités parfois inexplorées pour se battre et se donner un avenir. À notre sens, il devient urgent de quitter des attitudes ou trop défensives ou trop agressives. Pour cela, il nous faut croire en nous-mêmes, ne compter que sur nous-mêmes et en terminer avec tous ces discours dévastateurs auprès de nos clients qui parfois nous visitent comme on se rend au chevet d'un grand malade. Le remède préconisé n'est pas pour autant un retour sur soi, trop tourné vers un passé définitivement clos, mais plutôt un travail sur soi, en qualifiant nos pratiques, en insistant sur la professionnalisation de toutes les composantes du métier de libraire. De même, nous devons arrêter d'aller chercher les responsabilités de nos problèmes chez les autres. Un exemple, celui de notre rapport à la surproduction. Celle-ci existe et nous n'en sommes pas les producteurs. Elle s'est accélérée, la librairie s'en plaint car elle l'a subie. Or, à mon sens, elle peut aussi la réguler, sans même remettre en question le système de l'office, lequel est moribond depuis la possibilité du retour libre sur le fond. L'office, pour ce qu'il en reste, est dévoyé, y compris par l'édition et la diffusion, puisque son existence, au départ liée à des prises de risque sur des livres difficiles, sert aujourd'hui à ingérer des livres à la vie courte, pour une grande partie invendables, et je rajouterai quelquefois à la fourchette. Donc, pour la librairie, savoir acheter, dire non, en combinant le qualitatif du gestionnaire, de l'intellectuel, du lecteur, de l'intuition, de la culture, du négociateur et bien d'autres finesses d'analyste, ne peut qu'être utile non seulement à la librairie elle-même, mais aussi à l'édition. Car la librairie, il faut le répéter, a des droits comme tout le monde, mais aussi des responsabilités et des devoirs. Vivre sous perfusion, attendre tout des pouvoirs publics est une grave erreur, car cela ne s'accompagne d'aucune auto-analyse. Ma génération a pendant des années développé une librairie rêvée, un peu fantasmée, où le libraire s'était vu proposer une place de choix dans le milieu de la culture. Pour continuer ce rêve, il faut impérativement se requalifier et proposer de l'intelligence. Libraire n'est pas une marque de fabrique qui fonctionnerait sans obligation intellectuelle, ou alors nous sommes un commerce comme les autres. C'est pourquoi un dernier objectif a surgi, à savoir notre devoir d'utiliser toutes nos compétences et notre expérience à convaincre du bien fondé de nos propos. Ce petit livre a le plus souvent été accueilli et apprécié comme un manuel pédagogique. Nous y avons démontré qu'il était possible de parler du quotidien, de le transcrire par l'écrit, d'en décortiquer les rouages. Aussi que nous étions un métier d'une grande richesse de contenu que les libraires eux-mêmes ne soupçonnaient pas.
Nous n'étions pas que ringards et dépassés, nous pouvions aussi nous inscrire dans la modernité. Nous avons donc décidé avec le SLF de continuer sur cette lancée en nous basant sur des fondamentaux qui pour la plupart ne sont pas exportables et sont nos spécificités et notre bien commun. Nous devons arriver à transcender et magnifier nos savoirs, montrer que nous sommes vivants, que nous avons conscience des difficultés, mais que nous avons aussi des solutions. Donc à ma suite, Pascal Thuot va vous présenter la teneur de tous ces rouages dont nous parlons dans notre plaquette. Ensuite, Christian Thorel s'attaquera au gros problème qui est aujourd'hui celui de la culture de l'écrit. Enfin, Philippe Touron, quant à lui, nous expliquera ce qui fait le lien entre tous ces savoirs. Et pour finir, je pense que Olivier Lostis prendra la parole et il interviendra en tant que président de l'INFL, dont le rôle est plus que jamais de former à l'excellence, de tirer la profession par le haut, condition pour que perdure un réseau de libraires de qualité et de création. Voilà. Pascal. Alors, le but de cette plaquette était de réinvestir le métier de libraire, vous l'aurez tous compris, puisque vous l'avez tous lu et apprécié. Je vous propose à présent de rentrer dans une démarche complémentaire qui consiste à passer des propos aux actes. Donc, et de revisiter ensemble les 4 vertus cardinales du métier de libraire, les 4 piliers autour desquels nous devons sans cesse tourner pour que ce métier puisse perdurer. Le premier de ces piliers est bien entendu l'accueil. Le premier de ces piliers fait partie d'un ensemble qui n'est pas propre à la librairie, qui concerne le commerce d'une manière générale, l'accueil étant la première des choses que l'on voit lorsqu'on rentre dans un magasin. Alors qu'est-ce que l'accueil ? L'accueil, c'est de manière très simple la manière de recevoir quelqu'un et de se comporter avec lui quand il arrive. L'accueil, c'est une démarche de qualité pour se différencier et affirmer son identité. Alors ça passe par quoi ? Nous sommes des magasins, nous sommes inscrits dans un environnement souvent urbain, donc ça passe par l'extérieur, le magasin, qui doit présenter, ça je n'apprends rien à qui que ce soit ici, mais présenter une vitrine attrayante, afficher et respecter ce qu'on y met, à savoir les horaires d'ouverture par exemple. Ça peut paraître assez bête, mais je pense qu'il est toujours utile de rappeler ce genre de choses, et de recevoir la clientèle dans un magasin propre, agréable, donc avec des agencements assez convaincants, une circulation, une lumière agréable, une musique adaptée, ou pas de musique du tout, et puis que tout soit corrélé de manière à ce que les gens se sentent agréablement reçus. Donc bien entendu, passer l'épreuve du lieu, c'est le personnel qui va créer la véritable différence. Et comme le magasin, le vendeur doit être propre et bien arrangé. Accueillir avec amabilité et courtoisie, donc ça passe par un ensemble d'attitudes dans la gestuelle, le sourire bien entendu, mais également une disponibilité qui doit être visible. C'est aussi écouter, accepter les remarques qui peuvent nous être faites et pratiquer ce que j'appellerais l'art de la discrétion bienveillante. Ça consiste également dans un ensemble assez complexe, mais qui doit néanmoins être parfaitement maîtrisé, acquérir une meilleure connaissance et prendre conscience de l'importance de la notion de qualité, de ses enjeux pour la librairie. Si le bon accueil ne suffit pas à lui seul à réaliser des ventes, le mauvais la fera échouer à coup sûr. Chaque détail compte, les premières impressions comme les dernières, accompagner jusqu'au bout, confier le client à quelqu'un d'autre si besoin, faire de jolis papiers cadeaux par exemple, sont souvent des choses très appréciées. Alors quels sont les objectifs de cet accueil ? Bien entendu, accroître et améliorer le niveau de service à la clientèle, ça passe par tout un tas d'actions, donc au-delà de la vente, mais dans la commande individuelle, dans les recherches bibliographiques qui peuvent nous être demandées par exemple, et se doter d'un référentiel qualitatif concret et fiable visant à cerner ses points forts et les points à renforcer. Ça me semble être l'un des objectifs de la librairie à l'avenir. Je vous propose de méditer un petit proverbe chinois, avant d'aborder le domaine de la vente qui lui aussi est propre au commerce d'une manière générale. L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir sa boutique. Donc la vente, juste après l'accueil, ça me semble être l'acte fondamental dans la relation au client. Vendre est un acte commercial commun à tous les commerces.
requiert certaines compétences en librairie qu'on examinera par la suite. Que doit-on faire d'abord ? Répondre et conseiller avec professionnalisme et à propos, dans le respect de la demande du client, donner les bonnes informations. Chaque désir ou besoin d'achat est totalement singulier en librairie. Donc ça, c'est vraiment une notion qui nous est propre. Il faut bien entendu bien connaître ses produits, en l'occurrence les catalogues en général, et celui de sa librairie en particulier. Il faut savoir utiliser sa mémoire avec dextérité et mettre tous les outils à profit dans cette recherche. La réussite du vendeur dans son acte de vente est liée à son aisance dans ses déplacements, sa bonne connaissance topographique et une utilisation optimale de tous les outils à sa disposition, y compris ses collègues, qui ne sont pas des outils, mais qui peuvent être compris comme tels. Notre force est que l'expérience vécue par le client est incarnée. Une librairie, c'est d'abord de l'humain, une équipe qui interagit, des compétences identifiables et visibles par les clients. Pratiquer la vente en librairie, avec ce grand nombre de références auxquelles nous sommes confrontés, demande des savoir-faire particuliers pour ajuster les différentes subjectivités auxquelles nous sommes confrontés. Il y a également une donnée qui est très importante, c'est la satisfaction différée. Effectivement, le client part avec le livre chez soi. Ce n'est pas du tout comme un jean qu'on va essayer dans la cabine et on se rendra compte très vite s'il nous va ou s'il ne nous va pas. Donc le relationnel, la confiance a bien entendu un poids tout à fait décisif dans la relation qu'entretient le client avec son libraire. Donc la vente, qu'elle soit en face à face, qu'elle soit différée, qu'elle soit une commande, qu'elle soit un désir particulier, donc un conseil, est intimement liée à la matière première que nous utilisons chaque jour, qui est l'assortiment. C'est totalement lié à une action particulière qui a été définie par Josette très joliment, par ce plaisir d'assortir les livres, qui a pour but d'enrichir un catalogue, qui est celui de la librairie, et qui doit de surcroît et en permanence s'ajuster aux attentes des clients. Ça me permet d'aborder maintenant ce qui me semble propre à la librairie, à savoir l'assortiment ou le catalogue de la librairie, ce qui me semble deux notions importantes à rappeler. D'abord le stock, bien entendu, qui définit la valeur marchande de la librairie. Donc, comme il pèse lourd dans l'économie d'une librairie, que le fonds tourne peu et donc très cher, demande une gestion très fine, qui doit également jouer, qui demande aux libraires de jouer sur les différentes temporalités. Alors ce plaisir d'assortir n'exclut pas une certaine rigueur ni un certain réalisme. Je cite encore ma camarade Josette, « On ne garde jamais un livre pour la beauté du geste, mais toujours dans l'optique de le vendre. » Choisir des livres, c'est l'acte fondamental et souverain du libraire. C'est à la fois une aventure, avec la part d'incertitude qu'il garde, mais également un plaisir. Il faut jongler avec différentes variables. Et entre les hésitations des débuts et l'assurance relative acquise grâce à l'expérience, l'assortiment façonne une librairie et son équipe. C'est un engagement intellectuel et financier. Le choix parmi des dizaines de milliers de titres nouveaux par an va désigner la valeur intellectuelle et l'image de la librairie va la renforcer. L'exploration des catalogues éditeurs, choisir de garder ou pas un titre afin d'enrichir sa proposition en rayon, sont là aussi des actes fondamentaux. Savoir distinguer les différents temps de l'achat, être clair avec ses équilibres, voilà ce qui aujourd'hui fait une librairie. Il est donc nécessaire d'apprendre à acheter, négocier avec les représentants. Comme au tennis, retenir ses coups et les lâcher lorsque c'est nécessaire. Dans un contexte où la pression de la nouveauté ne faiblit pas, les catalogues des éditeurs ont tendance à tomber dans l'oubli. Il y a là une opportunité formidable pour la profession qui, en conservant cette pratique du catalogue, s'arme pour lutter contre, je cite encore mes petits camarades, une perte de mémoire globale qui profite pour le moment à la vente en ligne. Nous le verrons, la culture générale joue ici un rôle crucial. Enfin, ce qui est propre à la librairie, c'est l'animation. Animer, c'est faire vivre, nous rappelle Jean-Jacques Tonnet. Donc mettre en scène et en mouvement un assortiment par tous les moyens possibles, multiplier les croisements qui sont presque infinis. Les nouveautés, les auteurs, les thématiques, les saisons, les actualités, les combinaisons sont extrêmement nombreuses. Les livres accompagnent tous les moments de la vie, sont des compagnons de route et de vie, ont plusieurs vies possibles. La librairie doit en être le reflet.
Dans l'animation, je distingue 2 plans particuliers. Il y a d'abord, selon moi, l'animation permanente et quotidienne d'un stock, par les vitrines, les tables et les rayons. C'est dans les échanges et les renvois entre les vitrines, véritable invitation à entrer en librairie, la scénarisation des tables et rayons à l'intérieur que s'exprime la personnalité et l'inventivité du libraire. Le désir de vendre et de susciter l'envie et la surprise du client, du lecteur, sont là aussi des leitmotivs qui me semblent au tout premier plan de notre métier. Alors, il y a beaucoup de métaphores culinaires dans notre petit livre. Dresser une table, donner envie, c'est, à mon sens, parfaitement valide. On est dans une démarche de cuisine permanente. Et j'ajouterais que le libraire doit être gourmand et le montrer par des notices de lecture, par exemple, ou en tout cas par un appétit féroce. La librairie est un espace d'expérimentation, de prise de parole sur l'actualité, sur la ligne éditoriale des catalogues, sur toute cette alchimie qui va se former. Dans une librairie, s'exprime le savoir-faire, la dimension artistique du métier et la réactivité sur des sujets d'actualité. Ce travail d'animation au long cours offre de multiples possibilités de faire entrer en résonance l'horizontalité et la verticalité, les rayons et les tables, l'intérieur et l'extérieur, les tables et les vitrines, de s'évader de la spirale des nouveautés et d'installer un temps long du livre. La curiosité du libraire vient stimuler celle des lecteurs, le plaisir devient communicatif et déclencheur de vente. Il y a aussi, et c'est la cerise sur le gâteau, comme le qualifie Jean-Jacques Tonnet, l'animation ponctuelle, tout ce qui concerne les débats, les conversations, les lectures, les ateliers. Alors, mettre en place un calendrier d'animation demande un important travail d'élaboration et de communication, vitrines spécifiques, bulletins d'information, affiches, flyers, travail sur les réseaux sociaux, etc., qui vient en prolongation directe de la politique d'offre. Ces événements ont lieu dans la plupart des cas au milieu de la librairie réaménagée pour l'occasion, dans un souci de confort pour les auditeurs et les auteurs invités. Ce n'est pas seulement une opération de communication, mais une valorisation du travail de fond engagé par la librairie. L'événement contribue à désacraliser le lieu librairie, lui donne un surcroît de vie. Alors, bien entendu, la modération d'un débat nécessite une lecture particulière, une préparation soignée. Une prise de parole n'est pas un acte tout à fait comme les autres. La plupart des libraires qui la pratiquent se sont formés sur le tas, ni critiques, ni universitaires pour la grande majorité des cas. Il se fait le reflet d'une culture spécifique, que je qualifierais de culture libraire, celle d'un lecteur doué de sensations et qui doit avoir l'humble fierté de s'y fier. C'est aussi du Jean-Jacques Tonnet. Alors je pense que là, il y a une piste de formation possible pour multiplier toutes les possibilités dans une équipe de faire évoluer quelqu'un à ce niveau-là. Ces 4 piliers me semblent propres à un réinvestissement massif de la librairie pour que les lieux soient dans leur ensemble habités, fassent preuve de mettre en scène toutes les qualités qui sont requises pour pratiquer ce métier, avec en substrat une culture, et là je cède la parole à notre ami à côté de moi. Je vais être un peu indiscipliné parce que moi, on m'a demandé aussi de réfléchir sur la question de la surproduction, et donc il y a des choses qui vont recroiser un peu les tiennes, parce que j'ai quand même travaillé autour aussi de la notion de catalogue. On ne peut pas parler évoquer la culture générale nécessaire au métier sans évoquer celle du catalogue, qui est en quelque sorte le projet et le but de cela. Bon, j'ai appris aussi par toi que quand même les cuisiniers n'ont aucun problème de santé, ils n'ont pas besoin de faire le régime, ils ont toujours la possibilité d'avoir un appétit gigantesque. Bon, je vais poser la question. Jamais autant de livres nouveaux, jamais autant de livres disponibles, jamais autant de livres au format de poche. La mémoire est mise à rude épreuve pour des libraires qui en font tout un art autant qu'un usage de la mémoire. Car il faut persévérer et ne pas la négliger, la mémoire. Pour autant, la quantité, celle des livres parus, est-elle l'indicateur dominant dans l'appréhension du domaine auquel nous avons la prétention de veiller? Était-il plus facile d'appréhender, mieux encore d'apprendre des fonds, dans un moment où la bibliographie de la France recensait 250 000 titres disponibles, dont 18 000 en poche? Lorsque Jean-Paul Archy et moi entreprenions en 1978 un catalogue thématique sur les écrivains de Vienne et de Prague, nous disposions
de moins de 10 titres de Joseph Roth, un seul de Léo Perutz, comme de Lernet Olenia ou de Doderer, quelques-uns de Musil ou de Rilke, de Broch ou de Canetti, de Zweig ou de Schnitzler, mais tous ces écrivains du milieu de l'Europe étaient avant tout accompagnés de notre désir de les rassembler, dans une certaine innocence, dans une grande spontanéité aussi. Ne pouvant appuyer sa bibliographie sur une production traduite suffisante pour qu'elle soit cohérente et exemplaire, ce qu'elle pourrait être aujourd'hui, la librairie éveillait le public toulousain à des auteurs que ce même public ne voyait jamais que dispersés. Paradoxe ici que celui des fonctions et des moyens de notre médiation qui nous conduit à faire avec les armes de l'illusion, avec les moyens du bord, mais aussi et surtout avec la passion et l'authenticité de celle-ci. Les temps ont changé et les catalogues thématiques se sont espacés, voire parfois disparus. Quel regard peut-on porter sur notre travail d'organisation des livres, leur promotion, leur prescription, sur ce que j'appelle le catalogue, sur ce que nous appelons le catalogue du libraire, miroir de ses engagements et de ses compétences? Quel regard encore sur l'évolution de la lecture, sur l'engagement des lecteurs? Quel regard et surtout quels moyens d'action? Nous sommes en 2013. Il est d'usage d'estimer aujourd'hui autour de... Alors, il y a des spécialistes de 800 000, 700 000. Les chiffres sont... Monsieur Boujard, on dit quoi? Le nombre des titres disponibles, parmi lesquels un nombre de traductions inimaginées dans nos années viennoises, dans nos années de catalogue de l'œil de la lettre. Donc dans ces années d'un groupement qui était le nôtre, ce groupement qui a conçu beaucoup de catalogues, une cinquantaine. Et l'entreprise de rassemblement des poètes et romanciers austro-hongrois ou tchèques, entreprise en 1978, verrait sûrement tripler au moins son espace en 2013, ses lettres de Vienne et du début du siècle étant désormais riches de plusieurs centaines de titres. Pour autant, son lectorat triplerait-il? Nos lecteurs ont-ils la même fringale, la même curiosité, la même innocence? Le trop d'informations, le trop de communication, l'excès ont-ils réduit la disponibilité de nos lecteurs? Il faut constater, sans excès d'amertume, mais de manière réaliste, que l'incroyable diversité de l'offre, sa multiplicité, n'a pas créé les lecteurs que pouvait nous faire attendre le déploiement dans l'édition, celui des traductions notamment. L'exemplarité de nos catalogues, ceux des éditeurs dans ces domaines, est source de plaisir, de succès parfois, de déconvenus aussi. Vous en savez tous quelque chose. Parmi ces 800 000 livres, parmi les 70 000 titres nouveaux annuels, le libraire manipule au plus près l'offre et la demande. Mais n'est-il pas trop souvent en retard sur le premier de ces deux terrains, celui de l'offre, sur le terrain d'une offre coordonnée, cohérente, établie dans la conscience des moyens, de son environnement, de son espace? Derrière les clôtures qui les entourent, les usines du site Amazon ne font pas dans le détail. Le détail, c'est notre partie. Nous n'avons jamais pu ni voulu tout montrer, seulement déployer un fonds renseigné et disponible au toucher, choisi parmi l'ensemble des ensembles dont nous avons connaissance, ensemble auxquels nous donnons toute possibilité d'aborder. C'est le sens de la commande. Nous composons notre catalogue, il vit dans et avec son espace. Le catalogue du libraire est une réduction, tu vois, c'est au sens culinaire moi aussi, que c'est une réduction. Pourtant, les termes de cette réduction, dictés par la réalité des espaces, par la spécificité des marchés, n'exonèrent en rien le libraire de la connaissance la plus avancée possible des ensembles dont sa fonction de médiateur procède et dont il s'est érigé en responsable. Ici, à l'espace des connaissances, aussi bref, aussi synthétique, aussi encyclopédique que nous l'abordions, disons celui de ce que l'on nommait culture générale, puisqu'on m'avait demandé de parler de cela, s'adapte encore et toujours la connaissance la plus profonde de l'autre espace, celui des catalogues des éditeurs, celui des accès possibles à la culture que vous nous donnez, celui qui motive la réalité de nos commerces, celui qui transforme la demande en commande, et sur lequel l'offre se constitue. Je voudrais insister ici sur le retour que les libraires doivent faire sur le terrain des sciences sociales et humaines, sur ce territoire trop clairement abandonné aux usines de la vente en ligne. Non seulement cet abandon nuit à nos économies, non seulement il amplifie l'irrésistible poussée d'Amazon, mais il discrédite la profession dans son ensemble et la dépourvoie de l'engagement auquel elle doit encore donner accès, celui des savoirs. Excusez-moi, voilà. La maîtrise des stocks est une clé de la réussite. On le sait depuis que la gestion est entrée dans la profession, portée par quelques pionniers que nous connaissons tous. L'informatique qui l'a accompagnée aura permis au secteur d'assurer sa survie,
en dépit d'une rentabilité insuffisante, et au réseau des indépendants de se constituer contre ou par-delà une concurrence coordonnée, puissante, qui aujourd'hui d'ailleurs ne va peut-être pas si bien que ça, mais vous ne le savez que trop. Et d'ailleurs, elle était, heureusement pour nous, elle aurait été souvent stérile, cette concurrence coordonnée et puissante. Car la maîtrise des assortiments n'est qu'une gymnastique, qu'une diététique, encore culinaire, qu'une diététique propre à tenir le corps de nos librairies dans l'état de santé le plus à même de supporter le risque éditorial, le risque du catalogue. La maîtrise des assortiments n'est juste que si elle en accompagne la connaissance. Ici, dans ce savoir-être des libraires, avant même de s'y accomplir par un savoir-faire, réside la chimie de notre subsistance, décidément celle qui alimentera, décidément, l'avenir de nos librairies, de leurs équipes. La formation s'est longtemps axée sur le savoir-faire qu'on liait au geste commercial, au faire savoir. Parions plutôt sur ce savoir-être, l'engagement, la nature de la subjectivité des jeunes libraires dans nos équipes renouvelées à l'occasion de départ, de retraite, d'abandon, et de nature à rendre optimiste. Ceci étant, la culture est une certaine objectivité, pour éviter le mot d'ordre, dans l'établissement des connaissances, doivent compléter impérativement les effets de la nature dynamique de la subjectivité. Est-il utile ici de revenir encore sur le portrait de la libraire, entrepreneur, intellectuel, politique, homme ou femme public, amis, citoyens, hommes, femmes des lettres et des arts? Il me semble que ce par quoi nous péchons tous, éditeurs comme libraires, se trouverait dans la soumission à la tyrannie du flux et dans une réactivité absorbée par les productions du présent. Si nous nous attachons à discerner dans la production trop pléthorique des livres ceux qui contiendraient le temps long qu'on en attend, le temps auquel aspire aussi parfois l'éditeur, quand il ne se ment pas, le temps de notre activité commerciale, un quotidien d'ordonnateur de flux vient user prématurément notre vigilance. Ainsi, la baisse continue des rotations d'un titre sur nos tableaux de bord, de nos ordinateurs, de nos outils de gestion, nous incline trop vite au sacrifice, au retour, au réassort ajourné et trop souvent à l'oubli. Convenons que nous pouvons maintenir trop faiblement notre attention au réassort régulier sur les fonds de littérature, de sciences humaines, de livres d'art, d'esthétique, de poésie, de théâtre. Convenons aussi que nous échappons trop volontiers au pointage de catalogue de ces éditeurs qui entretiennent leurs fonds. Il faudrait les aider à pouvoir continuer de le faire en le faisant, justement, ce pointage. La maîtrise de nos stocks répond à des exigences évidentes, à des trésoreries en disette. Elle pénalise pourtant l'image que nous donnons à nos lecteurs, et il faut ici pointer la responsabilité collective qui est la nôtre. On ne dit pas la librairie impunément, chacun attache à l'autre ses qualités mais aussi ses défauts. Et puisqu'est abordée ici la réputation de la profession, peut-être pourrions-nous prendre acte que la qualité de l'assortiment, sa composition, son intelligence, le risque de ce catalogue du libraire ne peuvent échapper au regard d'un indicateur comme le taux de retour. Que le retour soit devenu un outil d'équilibre économique pour les librairies est désormais autant facteur de déséquilibre pour des éditeurs fragilisés que d'équilibre illusoire pour les libraires. Le retour libre sur les fonds fut un besoin pour certains parmi nous et demandé comme une facilitation. Pour notre part, jamais cette faculté ne s'est accompagnée d'une croissance du taux de retour qui reste voisin de 10%. Le retour est un instrument de régulation, il devrait le rester et il faudrait veiller à revenir sur un usage immodéré, usage qui fragilise tant une édition, elle aussi indépendante et trop souvent en crise. Sans doute conviendrait-il de redéfinir l'esprit, plus que la forme, d'un nouveau contrat social, un contrat d'engagement réciproque. Pensons à demain matin, lorsque tant de livres ne seront plus en stock chez les distributeurs, mais pourront faire l'objet de tirages très courts, ciblés, voire d'impression à la demande. Ce demain, nous le savons, est déjà aujourd'hui, et nous ne modifions rien dans nos méthodes d'assortiment dans un monde interprofessionnel qui pourrait apparaître trop figé. Pour un monde de la réalité des livres et du papier, un monde qui permet à des libraires de catalogue de les constituer chez les éditeurs qui tiennent haute la mission d'entretenir les leurs, nous devons nous acheminer vers une interdépendance plus vertueuse que celle à laquelle les illusions perdues désormais d'une industrie du livre en gloire ont pu faire croire. C'est une chance. Revenons-y, c'est l'heure du commerce en ligne et il conviendrait de voir nos librairies, leurs libraires et leurs livres comme la production que les ordinateurs ne peuvent pas offrir. Contre l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle est à écrire, à réinventer. La culture générale ne se soumet pas aux algorithmes, il faut la partager, elle est partageable.
La chance de converser entre visages, c'est le courant établi entre lecteurs, dans l'égalité de la fonction du goût, de la faculté de juger, mais dans la reconnaissance des qualités de la fonction du libraire. La librairie comme lieu de parcours de la reconnaissance, d'une reconnaissance réciproque. Pour le lecteur, on vient dans la librairie à la recherche d'un objet déjà identifié, mais souvent aussi dans l'espoir d'une rencontre hasardeuse, inconnue, d'une alliance nouvelle. Donc on élit avant de lire, et pour finir, on y confronte au regard des autres l'objet choisi. Le refuge de l'écran, la pratique clandestine de la chasse sur Internet nous interroge, nous questionne, plus encore à cause de ce lecteur qui reste fidèle, qui ne négocie pas l'effort de sa présence. Pourquoi le choix d'une librairie, si ce n'est pour mieux éprouver encore au contact des autres le retranchement dans lequel l'acte de lecture va le plonger? Dans les livres donc, dans leur lecture, ceux qui relient font d'une communauté de lecteurs. Cette communauté est déjà peut-être dans les nuages, mais dans de vrais nuages. Le territoire des livres est celui immatériel, d'imaginaire, amalgamé, en fusion. Comment pourrait-elle échapper à des lieux qui rassemblent, des lieux où les livres et les lecteurs ont des visages, des lieux où un certain ordre vient préparer le terrain du choix, confirmer la liberté du lecteur? Dans le volume court mais dense que nous avons collectivement publié, nous avons mis en lumière des étapes de la mise en œuvre de ce qui raccorde la tradition de ce métier. Et là, bon, juste un aparté, dans les années 80, il arrivait encore d'entendre le terme librairie traditionnelle. Voilà un mot. Voilà. Nous persisterons en reprenant les cahiers de la librairie, en les destinant à celles et à ceux dont nous regrettons parfois qu'ils ne soient pas plus nombreux, mais dont nous pouvons admirer la vocation modeste, simple, déterminée. En apprenant à apprendre de nos expériences et de notre propre détermination, si la culture redevient ce à quoi elle n'aurait jamais dû échapper, c'est-à-dire faire de chacun de nous des sujets qui pensent, portent un regard et interprètent le monde, la librairie sera, je le dis, indestructible. Bon, c'est pas facile de parler après Christian. Nous avons tous écouté avec plaisir, admiration, et en tout cas pour ma part c'est sincère. Donc je vais être bref, d'autant plus que c'est la 5e prise de parole, et je pense que d'abord je remercie aussi tous les gens qui sont là et qui nous ont soutenus dans la diffusion de ce petit texte, puisque c'est aussi par vos précommandes en quelque sorte qu'on a pu le diffuser. Je vais doublement essayer d'être bref parce que les différentes prises de parole nous ont montré que finalement nous avons devant nous des histoires de librairies et de libraires différentes, et chaque fois que nous avons pu échanger de visu, par mail ou par téléphone autour de ce projet, nous sommes tous tombés d'accord sur une chose qui finissait par nous ramener à notre souci, à nos propos et à notre volonté de publier cette petite plaquette. C'était de clarifier les choses et d'essayer de donner des pistes pour définir notre métier. Et je crois que c'est ce qui nous a le plus, dans le fond, motivés, c'est-à-dire donner les grandes notions du métier de libraire et des méthodes pour le devenir et qui permettent de le devenir. Immédiatement, les questions qui nous ont travaillé, ce sont celles de la certification, de la définition de notre métier et de ses compétences, ce qu'a expliqué donc Pascal et Josette, les notions de temps et de patience, de culture professionnelle commune aussi. C'est ce qui me frappe en écoutant mes confrères, c'est que on a du mal à trouver quelque part dans notre profession la définition exacte ou du moins précise et la plus complète possible du corpus de compétences qui font que l'on peut devenir libraire et du temps aussi que cela demande. Et enfin, nous avons chaque fois évoqué les nécessités de se renouveler tout en gardant la mémoire de nos métiers, de se renouveler parce que la révolution du commerce en ligne, de la numérisation de l'écrit et des pratiques d'achat est d'une très grande force en ce moment, et donc notre génération va vivre cette révolution. On pense tous que la meilleure façon de la vivre, ce sera justement de revenir sur les fondamentaux de notre métier que Christian, Jean-Jacques, même s'il n'a pas pris la parole, Pascal et Josette ont évoqué. Je vais faire vraiment court. Donc une professionnelle que j'admire beaucoup m'a dit avant de venir, ne fais rien de personnel et reste neutre et technique. Et je pense que c'est difficile, je n'ai pas les talents théoriques de Christian. Mais je dois dire qu'en venant et en y réfléchissant, les agacements que nous avons partagés au cours de l'élaboration de cette plaquette, pour les dire simplement, ont été l'agacement à l'idée qui circule qu'il suffirait d'être passionné
pour être légitime dans sa pratique de libraire. Ça ne suffit pas. L'idée que l'on pourrait être libraire en 2-3 ans, comme finalement on devient un vendeur dans un magasin de pulls ou de cadeaux. L'idée, non pas qui circule, mais en tout cas quelque chose qui manque dans notre profession, j'ai le sentiment, le rappel que c'est une profession qui a une histoire, qui a des maîtres et qui a un savoir et une transmission, et que la parole de quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans de librairie et couronnée de succès n'est pas neutre et n'est pas à mettre au même plan que celle peut-être d'un libraire enthousiasme un peu iconique, mais peut-être moins légitime. L'impression aussi qu'on politise, je pense, d'une mauvaise façon notre métier et sa situation, que les médias, les pouvoirs publics et parfois les professionnels eux-mêmes parlent de notre profession comme d'une espèce menacée qu'il faudrait sauver à tout prix, mais plus dans une logique de biodiversité à sauver que parce que elle correspond à un savoir complexe et à une mise en œuvre de savoir-faire difficile. Donc une façon de faussement la protéger en faisant une icône. Je crois que je me répète, mais c'est le mot qui correspond le mieux. Voilà, je vais pas même. Je sens que je suis plus maladroit que Christian et que Josette, mais à la fin, on est confronté à deux nécessités, je pense. Celle de clarifier et de définir exactement un corpus commun de techniques, de méthodes, de savoir-faire de notre métier et d'y intégrer son histoire, celle de nos aînés. J'ai vu tout à l'heure rentrer Jean-Paul Archy. Voilà, moi je me souviens très bien du travail de Jean-Paul Archy et je trouve que c'était un moment important de la librairie et on doit aussi se rappeler ceci tout en l'intégrant avec ce qui se passe en ce moment chez des plus jeunes libraires. Et puis avec cette clarification et cette définition exacte, innover, s'adapter, travailler la relation client, les évolutions technologiques et aussi, même si on ne va pas beaucoup en parler ce soir, de la vente de livres numériques. Au bout du bout, et ce sera ma dernière phrase, nous sommes tous tombés d'accord sur une chose. Ce qui nous manque le plus, ce dont nous avons le plus besoin, c'est aussi de la formation, d'une formation exigeante qui est de formation permanente pour nous-mêmes, pour nos collaborateurs, et d'une formation qui amène vers nous des jeunes gens qui ont une conscience la plus claire possible de ce métier, en plus de la passion qui généralement les anime. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Olivier, tu viens nous rejoindre. Merci. Donc, je passe la parole à Olivier Lostis, président de l'INFL. Philippe, c'était difficile de prendre la parole après Christian, mais pour le président de l'INFL, c'est très très difficile de prendre la parole après cette assemblée de libraires là. Bon, je vais le faire quand même. Je suis très content évidemment que l'INFL soit associé à cette soirée. L'INFL, c'est une école, elle ne vit que de la transmission. D'abord et avant tout, bien sûr qu'il faut la mettre en forme, mais c'est d'abord la réflexion des libraires qui peut alimenter des contenus de formation, évidemment. Et ça n'est pas si fréquent que la profession des libraires s'intéresse à la question de la formation. Elle l'a fait à différents moments. Elle l'a fait sans doute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait gérer le développement. Après, dans les années 70, quand il a fallu fabriquer des espaces commerciaux. Donc la formation s'est occupée de fabriquer des endroits, des lieux. Et puis il semblerait peut-être qu'aujourd'hui, on revienne, parce que je pense que c'est une constante, à comment on peut fabriquer un libraire. J'ai l'impression qu'ici, on a énormément d'éléments, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que nos librairies sont faites, bien entendu, de la qualité des gens qui y travaillent. La formation aussi est faite de la qualité des gens qui travaillent à la formation. Elle ne peut avoir de valeur que, bien entendu, si ce sont ceux qui sont les plus expérimentés qui viennent parler à ceux qui le sont moins. Là, aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites sur la formation notamment initiale, sur la formation d'une école, sur la formation des futurs professionnels. Il est sûrement possible aussi de réfléchir à ce qu'on appelle la formation continue, donc des gens qui travaillent déjà, mais sans doute que ces fondamentaux-là doivent être apportés dès les débuts, c'est-à-dire dès les diplômes, dès les formations qui sont ceux auxquels l'INFL prépare, pas seulement l'INFL d'ailleurs, vous avez aussi un certain nombre d'universités notamment qui contribuent beaucoup à la formation des futurs libraires. Alors, si c'est
si c'est bien le libraire qui revient sur le devant de la scène ou qui vient sur le devant de la scène, la formation a forcément à s'attacher à lui proposer l'ensemble de ces éléments dans un environnement extrêmement complexe. Peut-être encore une fois qu'aujourd'hui nous sommes à un moment de changement du monde. Vous me direz, il n'arrête pas de changer, c'est très clair. Mais en tout cas, pour que nous essayions de faire avec cette formation, de proposer à des jeunes gens d'être un peu autre chose que des algorithmes, de proposer un peu autre chose que des algorithmes, et puis en considérant que le libraire probablement reste tout le temps à définir comme quelque chose qui change, comme le monde change, mais en tenant compte effectivement de ce que, je ne sais plus qui a utilisé le terme de maître, je crois que c'est toi Philippe qui a utilisé ça, voilà. En tenant compte de ce que les maîtres en librairie peuvent avoir à dire. Nous en avons ici une belle assemblée. Donc, merci en tout cas d'apporter ces réflexions et de les apporter du côté de la formation. En tout cas, vous pouvez être à peu près certain que nous allons beaucoup vous solliciter pour travailler du côté des futurs libraires. Voilà. Merci Olivier. On va passer à un temps de questions si certains d'entre vous veulent. Ah pardon, Jean-Jacques. Non, moi j'ai rien à ajouter, je crois que tout a été dit et brillamment dit. Donc on va passer à un temps de questions où si les uns et les autres vous voulez réagir tout à fait librement à ce qui a été dit. Moi j'ai retenu, peut-être en attendant que le premier se lance, que les cahiers de la librairie allaient renaître, étaient réapparus ce soir, et je trouve que c'est une excellente chose, que un certain nombre de libraires vont se mobiliser autour de la problématique de la formation et de la mise en place de ces 4 piliers qui ont été définis dans les formations, qu'elles soient initiales ou continues. Et pour le président du syndicat, ce sont des éléments extrêmement importants et je crois extrêmement porteurs d'espoir. Et donc, à partir de ce travail qui a été fait par quelques libraires, qui vont être rejoints par d'autres, avec le soutien des organisations de libraires, quelles qu'elles soient, on va arriver, je pense, à construire des outils très pratiques, parce qu'aujourd'hui, il nous faut bien mêler et le théorique, qui est essentiel, on l'a vu, réfléchir sur notre métier, et la partie pratique, qui est celle qui peut se diffuser dans un maximum d'entreprises, dans un maximum de librairies. Et c'est à ce prix, je crois, que nous pourrons construire l'avenir du réseau, au-delà de toutes les autres problématiques qui sont évidemment, dont on doit s'occuper aussi. Mais tout le monde l'a dit ce soir, tout le monde le pense, je crois, dans cette salle, une grande partie de l'avenir de la librairie repose sur les libraires eux-mêmes. Et je crois que c'est quelque chose que, en tout cas ici, dans cette maison, le SLF essaye de ne jamais oublier. Qui veut poser la première question ou réagir en premier? Georges Marc. Merci. Étant moi-même libraire depuis quelques années, j'ai à cœur d'essayer de porter ce métier de libraire de la manière la plus efficace possible. Maintenant, on parlait aussi de ne pas mettre la librairie sous transfusion des pouvoirs publics. Je pense qu'on a raison de réfléchir différemment. Cependant, peut-être que là, on peut interpeller aussi nos pouvoirs publics sur autre chose. C'est-à-dire que même si on fait le mieux possible notre métier aujourd'hui, et si on accompagne au mieux les éditeurs qui produisent du contenu aujourd'hui, il faudrait qu'on pense aux lecteurs de demain. Et là, on a peut-être une réflexion plus nationale et plus générale à porter avec nos amis des pouvoirs publics. Voilà, c'est un peu une réflexion que je vous apporte aujourd'hui et que je soumets à vos... que je vous soumets, quoi. Voilà. Une autre, on n'a pas de réponse n'étant les uns et les autres pas les pouvoirs publics. S'il n'y a pas de réponse, moi je vais ajouter un mot à ce que dit Georges Marc. Il se trouve que la région à laquelle Toulouse, dont dépend Toulouse, qui s'appelle la région Midi-Pyrénées,
et d'ailleurs région qui pour le moment ne s'est absolument pas pliée à la possibilité de nous exonérer de la taxe alors qu'elle en avait la possibilité, nous, libraires, pardon, a décidé de nous soutenir par une campagne de soutien par affiche. Et on nous a envoyé la semaine dernière un projet de campagne. Voilà, je suis effrayé par ce que moi je peux appeler une prise d'otage, c'est-à-dire que d'abord cette campagne nous ridiculise, je crois que c'est encore pire que ce que Philippe pouvait imaginer dans les soutiens ridicules. Bon, et je trouve que si nous ne définissons pas au niveau local, au niveau régional, et évidemment au niveau national, ce que nous voulons dire, et que nous ne nous entendons pas là-dessus, nous serons nécessairement les victimes de campagnes pour nourriture bio, et encore, voilà, j'ai très très peur de ça. En plus, ça devient complètement décousu, et effectivement, je suis comme Georges Marc, moi j'attends peut-être quelque chose qui soit défini, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une librairie, et en quoi effectivement nous avons une utilité reconnue, et pas simplement dite, affirmée. Et juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit. Il y a quelque chose que je constate à l'INFL déjà depuis quelques années, c'est une baisse du nombre de candidats pour devenir libraire. Que ce soit sur le diplôme du CAP, qui est vraiment le diplôme le plus bas, que ce soit celui du diplôme du BP, que certains connaissent bien, ou celui de la licence pro, il y a nettement moins de candidats. Ça ne pose pas de problème pour remplir les groupes encore à l'heure actuelle. Il y a toujours des gens qui viennent pour être apprentis, pour devenir libraire. Mais comme il y a une baisse de ce nombre de candidats, il y a aussi une baisse du niveau de ces candidats, d'un point de vue culture générale, dont vous parliez tout à l'heure. Et là, ce n'est plus un problème juste de communication de la part de l'INFL, c'est un constat qu'on a fait avec d'autres universités, c'est-à-dire celle de Bordeaux pour la licence pro, celle d'Aix-en-Provence, celle de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, celle de Strasbourg, donc tout un tas d'autres organismes de formation qui forment des jeunes qui doivent, à un moment donné, intégrer cette profession, devenir eux aussi, sans doute, peut-être patrons. Ça manque, ou ça risque de manquer. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'un point de vue professionnel, donc qui s'adresse au SLF, et donc aux gens qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que quelque part, ça se colle aussi à cette image mortifère que l'on a retrouvée, que vous pouvez citer M. Torel par rapport à ça. Il y a là un déficit de plaisir, de désir, d'envie, et ça, je crois que c'est quelque chose de très perturbant pour ce qui arrive. Voilà. On est tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire que la difficulté de notre métier aujourd'hui, une des difficultés de notre métier, c'est à la fois de rester attractif pour des gens qui veulent y entrer. Je pense qu'il faut relier à ça aussi le problème de la transmission. La librairie n'échappe pas à la pyramide des âges française, et donc on a un nombre important de librairies qui doivent changer de main dans les années qui viennent, et si on ne donne pas envie à des libraires de reprendre des librairies, eh bien on arrivera à des catastrophes. En même temps, la difficulté, c'est qu'il faut aussi, pour que les envies reposent sur quelque chose, il faut qu'il y ait une réalité du métier, des entreprises et de l'économie du livre qui permettent à la fois aux entreprises d'avoir des salaires qui soient un peu plus élevés que ceux qu'on est capable d'offrir aujourd'hui. C'est un des éléments du problème, c'est pas le seul élément, mais c'est quand même un élément qui existe. Et quand on parle de reprise et de transmission, si on veut convaincre au-delà du repreneur, son banquier potentiel, que cette reprise doit avoir lieu, il faut aussi qu'on construise un modèle économique qui puisse se projeter dans un horizon de 5 à 7 ans. Donc, on a la difficulté, effectivement, de rester attractif, mais il ne faut pas tomber dans l'angélisme non plus. Il ne faudrait pas que tous les candidats ne soient que des rêveurs qui pensent que le libraire est celui qui lit beaucoup, ou qui aime lire, ou qui peut lire toute la journée. Ici, dans cette salle, personne ne le pense, mais on reçoit parfois quelques candidats
avant qu'ils aillent à l'INFL, qui se posent la question en ces termes. Donc on a toujours cette double problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas raisonner sur l'économie de la librairie si on ne pense pas et si on ne repense pas le métier et ses évolutions, mais en même temps, on ne peut pas penser un futur de la librairie et du métier de libraire si on n'est pas capable de construire un environnement économique et un modèle économique qui soit capable de tenir dans la durée. Donc, on a cette difficulté. Moi, je crois qu'il faut faire très attention dans la communication autour de la librairie. Vous ne m'avez jamais entendu dire dans les médias, par exemple, que la librairie était finie, qu'elle était en train de mourir et qu'elle n'avait pas d'avenir. Mais en même temps, regardez les questions qu'on pose aux responsables des organisations de librairie, vous verrez que le côté mortifère est beaucoup dans la question, même si on essaye qu'il soit assez peu dans la réponse. Et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter tous ensemble, parce que malheureusement l'actualité récente et probablement à venir dans les semaines qui viennent ne va pas enrayer cette impression, ça va peut-être même plutôt l'accélérer. Oui, on a cette difficulté et c'est une difficulté de tous les moments pour les responsables de librairie. Enfin, moi, je pense quand même que la culture générale, c'est le problème de base de la librairie, parce que la technique, ça s'acquiert, la gestion, tout peut s'acquérir. Le problème de la culture générale, c'est quelque chose qui ne s'acquiert que dans un temps très long. Donc effectivement, la formation initiale, qui est celle de l'école, n'est plus sans doute à la hauteur par rapport à nos attentes. Mais je pense qu'il faut que nous-mêmes inventions des façons de former ces jeunes gens, ces jeunes femmes, à une culture qu'ils n'ont plus, qui parfois peut les ennuyer d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne veulent pas non plus y consacrer du temps, enfin du moins le temps que nous on y consacrait il y a de nombreuses années. Mais je ne peux pas croire que c'est fini. Voilà. Moi, je crois à la formation et je crois que c'est à la formation d'inventer des choses. Et donc, les apprentis que vous voyez, je ne parle pas du premier grade, je parle du BP, sont des jeunes gens qui ont entre 20 ans, c'est-à-dire ils sortent soit du brevet, c'est ça, ou bien ils ont une licence, hein, je crois. Je pense que leur problème, pour moi, essentiellement, il réside là-dedans, et dans le fait de savoir vendre. C'est-à-dire qu'ils sont... Le problème, il est dans deux écarts, mais vraiment très très grands. C'est-à-dire qu'on est la culture générale, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement éloigné de la vente, et il faut leur apprendre ces deux choses à la fois. Et pour moi, le problème de la formation, il est d'abord dans ces deux piliers. Le reste, je pense que d'abord, l'apprentissage permet aussi d'être dans les librairies, donc de pratiquer les choses par mimétisme. Mais la culture générale, c'est ce qui tient tout, hein, parce que, enfin, je veux dire, j'ai un apprenti en ce moment, il sait pas qu'il veut, il n'a pas envie de lire ou d'apprendre, mais on part sur un terreau qui est totalement vierge, voilà. Et c'est ça comment dire, ce qui va faire demain que la librairie continuera ou pas, parce que si on n'est pas capable de proposer des savoirs, je ne sais pas quels seront nos futurs à nous. Ce sont les contenus, hein, de notre métier. 6 millions en année pleine à partir de 2014 sur la librairie, donc ça fait 15 millions d'euros en 2014 et 6 millions après en année pleine sur au moins plusieurs années. Je pense que pour un soutien dit ou affirmé, les résultats chiffrés sont aussi présents. Et ceci étant la suite du plan librairie annoncé par la ministre. Éric Cardin, libraire sur Saint-Quentin en Yvelines. Je suis très heureux d'entendre que les cahiers de la librairie vont reprendre. Je crois que c'est une excellente initiative. Je voudrais rappeler que un des derniers numéros du cahier de la librairie était consacré au numérique, accueillir le numérique, point d'interrogation pour la librairie. Aujourd'hui, tout le monde, bien sûr, s'interroge sur le numérique. Nous ne savons pas si le numérique va arriver au niveau économique à compenser les pertes de chiffre d'affaires qu'on fait dans les différents secteurs. Dans les cahiers, nous avions collectivement préconisé un certain nombre
de solutions, ou au moins un certain nombre de points de démarche. On peut constater que maintenant, quelques années après, on constate que la démarche interprofessionnelle que nous avions demandée, que nous appelions, ne se fait pas, et qu'au contraire, les choses vont très très vite, et qu'aujourd'hui, un certain nombre de grands groupes ou d'éditeurs prennent des dispositions ou des orientations qui risquent de nous exclure totalement du marché du numérique. Et là, je demande à ce qu'on regarde très vite ces orientations et qu'on en prenne conscience. Et je pense que les cahiers pourraient être réactivés, cette question de l'économie du numérique en librairie. Tu veux dire un mot sur les cahiers Oui, Christian, je te regarde. Non, pas spécifiquement sur le numérique, mais sur les cahiers, sur ce que avec Josette, vous avez laissé entendre ce soir, c'est-à-dire qu'on pourrait travailler sur une réactivation, une renaissance, je ne sais pas quel est le mot, ils ne sont pas morts, mais ils étaient mis en sommeil. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, Josette? Je suis désolée, mais dans un premier temps, le numérique n'avait pas été du tout envisagé, parce que ce que nous voulions, c'est d'abord remettre tout ce qui concernait les contenus, les fondamentaux dont a parlé Pascal, parce qu'il nous semblait que parfois on s'égarait dans d'autres choses. Voilà. Donc c'était d'abord reparler de la librairie en vrai, enfin en ville. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout au numérique, mais c'est d'abord redéfinir, requalifier les choses dans tout ce qui sont les composantes du métier, et parce qu'il nous semblait que parfois on s'égarait un peu et qu'il fallait aussi que la formation réinvestisse tous ces domaines dans tous ces détails. Voilà. Et il se trouve que moi, j'avais discuté avec Régine, qui est là, sur le... Ils étaient venus me voir, donc les NFL, avec David de Vermel, pour parler des vitrines, des tables, etc. Et je pense qu'ils ont été extrêmement surpris quand ils m'ont demandé de décortiquer tout ce qui amenait une vitrine, enfin tout ce qui amenait une vitrine, oui, parce que c'était des gestes très, très, très nombreux, et que tout ceci, ça s'apprenait, et qu'ils étaient là pour ça. En plus, ils étaient tout à fait d'accord, et voilà. Donc c'était... Voilà, donc... Mais... Nous avons témoigné notre accord, d'ailleurs, avec voilà. Vous avez pu dire, bien sûr. Nous avons travaillé d'ailleurs avec les bibliographies de la librairie Compagnie pour permettre aux apprentis d'essayer d'autres techniques de mise en valeur du livre. Et d'ailleurs, les résultats est tout à fait probant. Nous aurons l'occasion, David de Vermel et moi-même, de vous les proposer, de vous montrer le travail qui a été fait. Voilà, donc pour répondre à la question sur le numérique, en tout cas, il n'était pas prévu dans un premier temps de mentionner le numérique. Mais je veux dire, tout est possible. Et sur les cahiers, vous voulez dire un mot? Alerter sur le fait qu'aujourd'hui, et dans très peu de temps, il va y avoir un certain nombre de prises de décision qui risquent de nous éliminer du marché du numérique. Et que ça va en contradiction avec ce que nous avions préconisé au niveau des cahiers sur la démarche interprofessionnelle au niveau numérique. Tu n'as pas le numérique. Je veux bien revenir sur deux choses. Christian, dans son texte, a parlé de la nécessité de cultiver, de maintenir le fond des rayons de sciences humaines et de sciences sociales. Moi, il me semble qu'il y a une chose qui me frappe depuis quelques années en librairie, et je le dis parce qu'il y a beaucoup de diffuseurs là, c'est sympathique de leur part de venir entendre un cours sur la librairie, parce que dans le fond, mais bon... Ça fait quand même quelques années où ce qui semble être absolument indispensable dans les médias, pour le jeune libraire qui débute, tout comme pour le représentant ou le diffuseur, c'est absolument que l'on partage ses coups de cœur, ses pratiques de lecture, et ce que l'on met en avant, c'est la notule, ce moment de lecture, de mise en avant du libraire. Et je trouve qu'on est allé dans cette direction, et on le fait dans ma librairie aussi beaucoup, et de façon très intense, mais on s'est un peu dévoyé en le faisant à outrance, et il faut faire attention, même et surtout de la part des diffuseurs.
et des éditeurs de ne pas alimenter cette machine à l'excès. Parce que d'une certaine façon, chez nos jeunes libraires en ce moment, la légitimité vient de plus en plus de la possibilité de mettre absolument en avant son coup de cœur et dans le fond son petit ego et ses petits goûts, et pas forcément des bons goûts d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas sûr que les libraires aient toujours très bon goût dans leur lecture, et moi inclus. Et derrière tout ça, finalement, il y a d'abord une forme de paresse dans la culture et l'étude du fond, et qui nous met doublement en difficulté, parce qu'au bout du compte, tout le monde aime la même chose. Il n'y a qu'à regarder le palmarès de Livre Hebdo, il semblerait que tous les libraires aient aimé le même roman américain de la rentrée. Bon. Et donc il y a une uniformisation qui ressemble dans le fond aux pages médias loisirs d'un journal, et qui nous met aussi en défaut avec le cœur de la clientèle d'une bonne librairie de premier niveau, qui elle est souvent bien plus savante que les libraires, ce qui n'est pas pour moi un problème comme libraire. Il me semble que notre travail est d'abord de faire des signes à ce savoir, c'est-à-dire en maintenant un fond, en organisant des tables qui font que nous mettons en scène des livres dont nous ne maîtrisons pas la plupart du temps le contenu, mais soit par l'étude des catalogues, soit parce qu'à un moment on a plus 20 ans, on en a 30, 35, 40, on a fini par comprendre et assimiler que ce sont des livres importants, même s'ils sont sur des champs de connaissances qui ne sont pas les nôtres. Et c'est de cette pratique que nous tirons notre légitimité de libraire. Donc peut-être que, encore une fois, comme il y a des diffuseurs, la façon dont vous pouvez nous aider à professionnaliser nos pratiques et à faire professionnaliser les pratiques de nos libraires, c'est en mettant l'accent là-dessus, et pas uniquement, même si la nouveauté est un enjeu pour vous quand elle arrive, absolument à la performance du jeune libraire de 22 ans, et c'est formidable, il a vendu 50 bouquins de chez Toussaint Louverture, mais en fait, il n'a pas lu le quart de la moitié du catalogue de l'imaginaire. Voilà. Et c'est normal parce qu'il a 22 ans. Je sais ce que j'allais dire dans la fin de ma phrase. Et c'est normal parce qu'il n'a que 22 ans, mais de prendre le temps justement de lui montrer ce qu'il y a d'intéressant dans ce catalogue, ou que la personne qui est en charge de son management puisse le lui montrer. Mais encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'apprendre les livres, je pense, mais de savoir comment constituer un rayon. On ne demande pas forcément au libraire l'expertise sur le contenu, mais en tout cas sur la capacité à savoir ce qui est important à avoir. Jean-Marc Desmarais, il a dit le tiers du quart du catalogue, ça oui, fait un 12e. Hein, donc, mais je pense qu'à 22 ans, il peut avoir lu un 12e du catalogue d'imaginaire. Oui. Merci Christian, le tiers du quart. Moi, je pense que Philippe a raison de nous rappeler l'humilité à laquelle ce métier doit nous obliger. Moi, je reviens un peu sur la partie qui m'incombait pour la démonter intégralement, en garder que l'os, l'accueil, la vente, l'assortiment et l'animation autour de ces questions. Et très sincèrement, je me sens très mal à l'aise à l'idée de construire une proposition théorique sur un sujet aussi vaste. Pourquoi je me sens mal à l'aise avec ça? Parce que je pense que j'en ai pas la capacité intellectuelle totalement accomplie. Donc ça, c'est déjà un frein en soi. Et surtout, je pense que je suis surtout un homme de la pratique. Donc c'est quand même dans l'exercice de mon métier que je fais, à mon sens, le mieux la démonstration du savoir que j'ai acquis. Et je pense que ça, on est tous d'accord avec ça. Et donc, si je dois transmettre quelque chose, je ne le peux véritablement que dans ma librairie. C'est pour ça que je milite, et on en a parlé avec Olivier, on en a parlé à l'INFL d'ailleurs, pour un réinvestissement des libraires dans la transmission de leur métier, mais pas dans les grandes idées qui peuvent les agiter, déjà dans les faits, dans les choses qui nous sont communes, au jour le jour. Et c'est ça qu'on essaye de faire remonter. Et je pense que c'est ça qui ressort que partiellement de nos discours. En fait, je pense que humblement, nous sommes des gens de la pratique, d'une profession, que cette profession s'acquiert avec une certaine patience, il faut du temps pour construire un libraire. On peut en construire un bon au bout de 5 ans, on peut en construire un très bon au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et peut-être que 40 ans, le cycle s'inverse. Le libraire peut redevenir assez mauvais parce que les usages auront changé, les lecteurs auront bougé. Et donc on est obligé de faire une synthèse qui est très improbable, mais qui doit devenir possible, entre ce jeune lecteur de 22 ans qui maîtrise effectivement pas forcément les catalogues que nous avons
parfois l'impression de maîtriser, parfois nous les maîtrisons dans la réalité, c'est déjà de lui apprendre ce qui reste de ces catalogues, de ce qui reste utile, de ce que les éditeurs continuent de porter de ces catalogues. Ça aussi, c'est une grande question, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oh là là, le fond important, bah oui, nous, on en a bien conscience, on se construit soi-même un catalogue. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous, une librairie, c'est un catalogue. Donc, ce n'est pas le catalogue de tous les catalogues, c'est un catalogue choisi et qui fluctue en fonction des époques, qui va s'enrichir, normalement, j'espère, et puis parfois qui va maigrir dans certains domaines. Et quand ces domaines maigrissent trop, il faut vraiment se poser la question de savoir ce qui se passe en réalité. Pourquoi une telle hémorragie de lecteurs? Donc là, l'interpellation au pouvoir public, elle n'était pas tant sur les moyens qu'on peut apporter aujourd'hui à la librairie de continuer son histoire. C'est une librairie sans lecteurs, je pense que c'est totalement impossible. Parce qu'il va rester les éditeurs, les libraires, mais s'il n'y a pas de lecteurs, je crois qu'on va avoir une grosse difficulté. Et là, il n'est pas question de savoir s'il y a une hiérarchie, une pyramide des lecteurs, c'est-à-dire les très bons lecteurs, ceux qui nous flattent dans notre grande intelligence, et puis les vilains lecteurs, ceux qui viennent acheter les trucs comme ça qu'on va mépriser. Donc c'est vraiment la question fondamentale. Et je reviens encore une fois, moi je ne pense pas pouvoir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit sorti de ma librairie. C'est-à-dire que je peux éventuellement produire un discours, comme là, vous dire, voilà, les grandes idées qui m'animent, là, depuis plus de 20 ans que je pratique ce métier. Mais très sincèrement, je pense que si on peut imaginer à un moment donné, et je pense que le plus tôt sera le mieux, une équipe pionnière de libraires qui acceptera, avec, bien entendu, la complicité des lieux de formation aujourd'hui, de prendre en charge des groupes de jeunes libraires pour leur apprendre ce que c'est dans les faits, dans les 4 dimensions de la librairie, dans le lieu ouvert au public, avec toutes les interactions dont ce métier est riche, ce que c'est que de pratiquer un métier, ce que c'est que de vendre un bouquin, ce que c'est que de ranger un rayon, ce que c'est que de se préoccuper d'une table qui va évoluer au fil des mois avec une actualité très chargée. Donc, moi, vraiment, ce qui me semble fondamental pour l'avenir immédiat de ce métier, c'est que les libraires, qui sont très peu nombreux ici, parce que je pense que les éditeurs étaient très curieux de savoir ce qu'on pouvait aujourd'hui dire sur notre propre avenir, mais cette question, elle vous concerne parce que vous êtes nos fournisseurs et que on a un lien très fort commercial, mais cette question, elle concerne la librairie en son sein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la librairie est capable de former des nouveaux libraires? Et je crois que c'est vraiment la question fondamentale. Et c'est vrai que moi, j'adore et je suis très respectueux du travail qui recouvre complètement ma manière de penser de Christian, mais comme moi je ne peux pas produire la même chose, j'ai envie de vous inviter à réfléchir une librairie de demain qui sera à la fois un lieu commercial et en même temps un lieu de formation. C'est-à-dire que les deux doivent se lier très vite pour qu'on puisse imaginer un avenir réel pour nos librairies. Et voilà, moi je le ramène un peu... Oui, alors je voudrais dire que moi je n'ai pas de théorie de la librairie. Non, c'est un récit de l'expérience. Hein, c'est un récit de l'expérience par une écriture, et qui est l'écriture sur laquelle nous sommes tous, à l'égard de laquelle nous sommes tous redevables. C'est notre fonction de la faire circuler, hein, cette écriture, quand elle est celle des autres, ou puis de temps en temps quand elle est la nôtre. Je suis complètement d'accord sur la question de la pratique. Et effectivement, tout à l'heure, vous entendant les uns et les autres, je me disais que quand même, les meilleurs usages, c'est pour reconstruire des rayons sciences humaines, c'est des pointages de catalogue, c'est les apprendre, c'est les pointer, c'est les repérer, c'est repérer les vides, c'est repérer les manquants, c'est commander, c'est ranger. Et puis pour apprendre de la littérature, et justement pour apprendre à commencer d'une certaine façon à la hiérarchiser, à lire le tiers du quart, le bon tiers du bon quart de l'imaginaire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dès le début avec Archie et de mettre la main à la pâte en faisant des catalogues thématiques. Il n'y a rien de mieux. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé qu'on ait abandonné à ce point-là cette pratique-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces catalogues que Archie a réalisés pour l'œil de lettre sont devenus des objets de consommation qui bientôt seront des collecteurs à acheter sur eBay? Je veux dire, c'est con parce que franchement, au début, c'était pas ça. Bon, nous sommes tombés, nous aussi, dans le piège de la
communication, comme le conseil régional de Midi-Pyrénées est tombé aussi dans le piège de la communication en nous faisant passer pour des guignols. Maintenant, il faut réapprendre, il faut refaire ces rayons, il faut réapprendre. Et effectivement, ce sont les livres qui comptent. Alors, sur le numérique, pour te répondre, et je m'arrêterai là, c'est qu'on peut avoir un regard sur nos expériences. Et notre expérience, elle est sur des livres de papier, elle est sur les bouquins qui sont produits par les gens qui sont ici ou leurs représentants, leurs diffuseurs. Mais le numérique, on fait un truc, le lendemain, de toute façon, c'est comme une pibale dans les eaux de la Gironde, quoi. Ça nous échappe dès le lendemain. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait à dire sur le numérique? Une pibale, c'est une anguille. Juste faire remarquer qu'il n'y a plus beaucoup de catalogues papier, et qu'ils soient plutôt numériques. On peut les imprimer, les catalogues papier, et on les pointe quand en les passant, on les scanne et on les passe. Mais la question elle est quand même de savoir si dans le numérique il y a une économie pour la librairie. Mais on sait ça, mais je pense qu'on peut théoriser à loisir. Effectivement, Pascal, il a raison, il faut faire. Donc, ceux qui avancent dans le numérique, sont ceux qui font. On sait qui ils sont. On ne va pas donner des noms ici, parce qu'en plus, il y en a, j'ai franchement pas envie de donner leur nom. Donc, voilà. Des noms. On peut le faire avec Ipagine, tiens. Voilà, j'ai envie de donner le nom. C'est un vrai sujet, Eric, tu as raison, et c'est un sujet sur lequel, effectivement, les décisions vont devoir se prendre au niveau des libraires et donc à un moment donné au niveau de la profession dans les mois dans les mois qui viennent. On voit bien que là, on franchit des étapes. Maintenant, ce problème qui est important, comme le problème de l'économie de la librairie et que moi je ne veux pas opposer, c'est-à-dire je ne veux pas opposer le plan librairie, l'action des pouvoirs publics qui a été quand même à des niveaux jamais atteints, et les mesures qui ont été annoncées et qui se mettent en place, donc en plus on n'est pas sur des programmes qui se mettraient en place dans des dizaines d'années, c'est-à-dire que les mesures qui se mettent en place, et Vincent Monadet l'a rappelé, les fonds du CNL, le conseil d'administration du CNL les a voté le fait qu'ils allaient se mettre en place, et maintenant ils vont se descendre dans à la fois l'ADELC et l'IFSIC, qui sont les deux organismes qui vont devoir techniquement mettre ça en place sur le terrain. Ça n'est pas incompatible, ni contradictoire, ni en confrontation avec les réflexions qui sont faites ce soir. C'est-à-dire c'est sur des thèmes différents. Au niveau du SLF, on le voit bien, on doit à la fois continuer à avancer sur les dossiers qui existent. Certains sont très techniques, certains sont très théoriques, certains sont à très court terme et d'autres sont à des termes beaucoup plus lointains. Et en même temps, moi je me souviens qu'à Bordeaux, on a beaucoup insisté sur le fait qu'après un temps institutionnel fort qui s'est déroulé, je dirais, avec la séquence de l'élection présidentielle, les annonces de la ministre et la mise en place du plan librairie, on va maintenant, et c'est normal, on ne va pas avoir des annonces de plan librairie tous les 15 jours. Donc il faut aussi qu'on travaille sur les deux autres piliers de l'action. Il y a bien sûr l'action institutionnelle. Moi, je ne veux pas qu'on dise que les libraires sont sous perfusion, hein. Les aides économiques à la librairie représentent toujours des tout petits montants rapportés au chiffre d'affaires. Donc oui, la librairie va être aidée dans certaines conditions, à certains endroits, par certains acteurs, et je pense que c'est important, mais en même temps, ça ne nous transforme pas en paysans du Larzac ou en agriculteurs beaucerons, pour prendre une référence que je connais mieux pour ceux qui connaissent mon lieu de naissance, avec des subventions à hauteur de 50 ou 70%. On n'en est pas du tout là. Donc, il ne faut pas opposer ce qui est en train de se mettre en place, ce qui a été décidé, le travail qui est fait avec les diffuseurs et les éditeurs depuis Lyon, en fait, depuis les assises de Lyon, à ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est-à-dire amplifier, mettre sur le devant de la scène et donner du corps à une réflexion sur notre métier, parce que, encore une fois, tout est dans tout, et on a besoin de
tous les éléments pour construire le mur. Il y a besoin de toutes les briques. Donc le numérique ne vient pas s'opposer à la formation, qui ne vient pas s'opposer aux aides sur la trésorerie ou aux aides économiques. Mais pour que tout ça tienne et ait un sens, pour que l'édifice ressemble à quelque chose, on ne doit pas oublier, on ne doit pas négliger le métier, ce pourquoi nous sommes différents d'autres vendeurs de livres et ce pourquoi la plupart de nos clients nous choisissent et nous témoignent leur confiance. Je rappelle que la librairie est indépendante, même si elle a des difficultés, elle est le réseau aujourd'hui qui résiste le mieux à la baisse du chiffre d'affaires, si on accepte évidemment Internet. Bon. Vous avez pensé au grand public. Parce que moi, je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce discours décliniste qui nous nuit énormément et qui peut très bien être entretenu par les nouveaux acteurs de la vente en ligne. Ça, à mon avis, ça les arrange de donner une image vraiment passéiste de la librairie. Et je voudrais savoir si dans votre démarche, il y a aussi cette idée, à l'issue de cette réflexion sur ce qu'est notre travail, enfin, tous les aspects positifs, toute la richesse qu'on a, bien de le faire savoir, enfin, de faire en sorte que cette psychanalyse, elle nous serve à nous tous, parce que il y a des acteurs dans la librairie qui produisent un discours aussi qui, à mon avis, nous nuit, un discours qui est en opposition au numérique, par exemple. À mon avis, c'est une erreur. Il faut vraiment revenir à ces fondamentaux et je ne sais pas si c'est dans votre démarche là, j'ai pas tout suivi, mais qu'est-ce que vous appelez le grand public? Le grand public, c'est-à-dire qu'il y a enfin, nos clients en fait. Voilà. Oui, mais enfin, on ne pense qu'à ça. Oui. J'ai pas entendu là, ce soir concrètement quelles actions vous pensiez mener dans cette direction, vers le grand public. Vous parlez de la communication. Communication, oui, voilà. Ouais, communication. Moi, ce que j'entends dans votre question, c'est que c'est dans le grand public, dans le public, des lecteurs ou pas des lecteurs, que nous trouverons ou pas ces vocations auxquelles Claude Nain faisait allusion, plutôt d'ailleurs peut-être cette absence de vocation. Et il est évident qu'il y a une grande probabilité qu'aujourd'hui l'absence de vocation pour les métiers du livre tienne au dénigrement qui souvent les accompagne, et particulièrement peut-être le côté il faut reconquérir. Pour ça, c'est vrai que nous aurons l'aide nous devrons avoir l'aide de tous, et en tout cas cette aide, elle doit passer par des formes un peu dynamisantes de cette, ou par de la proximité. Là, ce matin, en même temps qu'il y avait une réunion ici, donc il y a une réunion à Toulouse sur vous le savez, Claude, sur la création d'une licence pro. Bon, il y avait une de mes collaboratrices qui m'a informé du contenu, et elle m'a dit bon, c'est pas inintéressant, alors que même au contraire, enfin peut-être même que ça permettrait à l'enseignement qui était plutôt lié à la lecture publique de contenir un enseignement, maintenant qu'il y aurait eu l'enseignement sur l'économie du livre, de contenir une partie sur l'économie du livre. Donc peut-être qu'il ne faut pas tout voir en noir, et que la création d'une formation de proximité dans une région peut aider. Peut aider à soutenir ou à soutenir de vagues vocations. Effectivement, probablement, il y en a trop peu. Et concernant la culture générale, j'y reviens et je dis en deux mots. Il me semble que notre culture générale, c'est souvent fondé sur une espèce de désir, de soif, de faim, d'appétit. Pour reprendre, l'appétit, c'est une chose qui peut-être ne s'apprend pas, hein, pour reprendre ta formule, Pascal, et je crois qu'il y a eu des générations, après les années 70, qui ont été en appétit de tout, de théâtre, de cinéma, de livres, de musique. Et aujourd'hui, il faut apprendre. Mais bon, on apprend, oui, c'est bien, et en tout cas, moi je vois que parmi mes meilleurs libraires, c'est sûr qu'une formation préalable du type classe préparatoire, ça donne une solidité d'abord de culture générale que je ne trouve pas ailleurs. Mais bon, on ne peut pas n'avoir que des cagneux et des hippocagneux comme
je voudrais soumettre une idée, peut-être très naïvement, mais comme je constate que parler de la librairie, c'est quelque chose de complexe, et expliquer ce que c'est qu'une librairie à un client, par exemple, c'est presque mission impossible. Et je crois beaucoup, c'est très naïf, hein, mais c'est une idée que j'ai, enfin bon, au pouvoir de l'affiche, au graphisme. Et parce que pour transmettre un discours complexe d'une manière synthétique, c'est peut-être un des meilleurs moyens. Et je rêve, je dis ça comme ça, qu'on fasse appel un jour à un graphiste et qu'on fasse une campagne qui montre ce que c'est que la librairie d'une manière simple et directe, quoi. Mieux que tous les discours compliqués. Voilà. Bon, bonsoir. Moi, ça fait seulement 26 ans que je suis libraire, donc je menace d'être un vieux libraire. D'abord, je pense que le meilleur moyen pour garder un client, c'est surtout de ne pas lui faire de discours. Mais effectivement, de lui proposer un accueil, et tout ce qui a été dit sur l'accueil, la vente, l'assortiment, l'animation, ça, c'est effectivement le propre de la librairie, c'est aussi le propre de tout commerce. Et moi, je me réjouis de voir dans l'intitulé ce soir, propos sur le métier de libraire, conversation sur le commerce des livres, parce qu'effectivement, quelque part, ce qui nous réunit tous ici, c'est le fait que nous soyons des commerçants. Ce n'est pas forcément un mot qui a bonne presse dans le monde du livre, mais c'est néanmoins ce que nous sommes. Et un commerçant, c'est pas sale, c'est pas malhonnête, c'est pas malodorant, ça ne vote pas nécessairement tout le temps au Front National. Un commerçant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en relation avec des clients. Et l'avenir de la librairie, c'est pas se poser l'avenir de ce qu'est la librairie, mais la question, moi, que je me pose, c'est quel est l'avenir de mes clients? Qu'est-ce qui fait que demain, je vais encore avoir dans ma librairie des gens qui vont avoir du plaisir à venir, des gens qui vont avoir plaisir à dialoguer avec moi-même, avec mes coéquipiers qui sont avec moi dans la librairie. Et c'est à ça qu'il faut que je m'applique et que je trouve des réponses. Et les réponses, c'est l'accueil, c'est effectivement avoir développé le sens de la vente. Moi, je suis très heureux quand un coup de cœur, je le vends par dizaines, par vingtaines, par centaines. Ça me fait plaisir et c'est une bonne motivation. Il me semble que c'est cela qu'il faut que nous apprenions à gérer au sein de nos équipes. C'est les assortiments, effectivement, se faire plaisir d'aller chercher dans les catalogues qui existent encore des livres qui puissent être mis au devant de nos clients, parce que nos clients attendent des nouveautés, mais parfois c'est une nouveauté que d'aller chercher des livres dans le fonds Gallimard. À partir du moment où c'est un livre qu'ils n'avaient pas vu avant, ça fonctionne également comme une vraie nouveauté. Et puis l'animation, c'est effectivement proposer de de changer nos tables régulièrement, d'être des espaces où le client qui a peut-être parfois l'occasion de passer 2 ou 3 fois dans la semaine, eh bien n'ait pas l'impression au bout d'un moment de connaître presque mieux la librairie que parfois nous la connaissons nous-mêmes, donc en changeant. Enfin, tout ça est d'une extrême banalité. Ce qui est important, me semble-t-il, et c'est ce que moi j'explique, c'est qu'on fait de la librairie pour des gens qui ont plaisir à venir en librairie. Et ça, c'est un premier point. On peut être un client qui, le lundi, achète un livre ou télécharge un livre pour son Kobo ou sa plaquette numérique. On peut être ce même client qui, le lendemain, achète sur Amazon un livre parce qu'il lui faut tout de suite ou parce qu'il ne l'a trouvé que là, croit-il. Et puis, on peut être ce même client qui, le mercredi, a plaisir à venir dans nos librairies et à acheter des livres également. Voilà. Il ne faut pas nécessairement se voir ou se concevoir comme une espèce en danger. Et je pense que ce soir, vous avez fait, enfin, c'est pas le discours qui en ressort. Et moi, je suis plutôt heureux de ça. Et puis enfin, et là, je regrette, mais il faut distinguer le commerce de l'écrit du commerce du livre.
Ce à quoi nous sommes, nous, libraires, attachés, c'est au commerce du livre. Le commerce de l'écrit, il peut passer par du numérique, il peut passer par d'autres supports que le livre papier. Ce à quoi nous, je crois, nous devons, et nous le devons notamment vis-à-vis aussi des éditeurs et des distributeurs, ce à quoi nous devons être attachés et le dire, c'est au commerce du livre et du livre papier. Tant pis, c'est lourd, ça fait mal au dos, c'est compliqué, il faut des espaces pour les mettre. Mais moi, personnellement, je ne serai jamais un vendeur de numérique. Tout simplement parce que je n'y aurai aucun plaisir et qu'in fine, c'est quand même ce qui est déterminant, c'est de pouvoir partager ce plaisir. Ça va être barbant, mais on va quand même dire juste un mot du numérique, puisque je peux en témoigner d'une autre façon. Le numérique, c'est pas difficile. En fait, vous allez voir François Boujard en sortant, vous demandez à ouvrir un compte Ipagine sur le site de votre librairie, et vous allez casser les pieds aux diffuseurs qui sont dans la salle pour ouvrir des comptes de vente de leurs fichiers numériques, et après, ce sera à vous de vous débrouiller pour le faire savoir à vos clients. Voilà. Alors, le modèle économique est peut-être pas très clair encore, mais à l'échelle de la librairie dont je m'occupe, par exemple, à la fin du mois d'octobre, ça représentait déjà une bonne journée de chiffre d'affaires sur cet exercice. La marge, c'est d'autres choses. Alors, c'est une bonne question. Ça commence à ressembler à une journée d'octobre, Henri. Et ça a au moins une vertu. Moi, je n'ai pas de passion pour les livres numériques, pas beaucoup de plaisir à en vendre. Mais ce matin, en regardant les téléchargements qui ont été faits ce week-end sur le site du Divan, j'ai vu des livres de sciences humaines, j'ai vu du polar, et j'ai vu aussi des ouvrages que je n'ai pas du tout dans le catalogage du magasin, des ouvrages pointus sur l'entreprise. Mais dans le fond, il y a d'autres livres pour lesquels je n'ai pas un plaisir particulier à les vendre. Je ne vais pas citer... Enfin voilà, dans le rayon pratique, j'ai un bon rayon pratique à la librairie, il y a des livres que ça ne me fait pas plus plaisir de les vendre qu'un fichier numérique. Et finalement, quand c'est un fichier d'un livre de fond intéressant, je suis plutôt content. Ça a une vertu, c'est que ça nous pousse à nous poser la question du comportement de nos clients et de la relation de nos clients, du fichier de nos clients que nous avons, des gens qui sont sur nos réseaux sociaux, qui sont sur nos mailings. Je vois Emmanuel de chez moi là opiner du chef parce que eux, évidemment, ils sont extrêmement efficaces et actifs. Eh bien, c'est possible. Voilà, c'est un peu compliqué, un peu laborieux au début, et plus on sera nombreux à aller, plus on sera nombreux à demander aux diffuseurs les contrats pour pouvoir ensuite, en effet, faire appel à un opérateur pour vendre ces produits-là, et là c'est le cas d'Ipagine, parce que ça fait appel à des techniques et des compétences qu'on n'a pas en magasin, mais c'est possible. Nos clients nous le demandent, et nous avons déjà des paniers mêlant numérique et papier par nos clients. Donc voilà, je n'ai pas de passion pour ça, mais... et la question n'est pas non plus de savoir si ça va compenser ou pas une baisse de chiffre d'affaires. En l'occurrence, nous sommes nombreux à ne pas avoir du tout de baisse de chiffre d'affaires dans nos librairies avec le papier. Le numérique est juste une façon de dire que nous pouvons y être et d'apprendre, en fait, de se positionner sur le marché et de regarder comment il va évoluer. Voilà, à la fois c'est barbant comme si je n'ai pas obligé de revenir dessus, mais je trouve qu'il faut ni en faire un truc impossible, ni un truc anxiogène, et encore moins se poser des questions que ne se posent pas du tout les lecteurs de livres numériques, c'est-à-dire une dissociation entre les pratiques de lecture. Et je crois que Josette voulait dire quelque chose sur les sciences humaines. Je vais dire un petit mot si je peux. Mathias Badiavant ne parle surtout pas du numérique, donc non, deux remarques simplement, mais je pourrais en parler après s'il faut. Deux remarques. Moi, on a diffusé le livre, comme vous le savez, votre ouvrage, dans les équipes de vente auprès des éditeurs, et il y a eu un accueil formidable. Et je pense que pour des jeunes représentants, c'est quelque chose d'important que de lire cela. Donc ça, c'est une première remarque. Donc merci pour ce travail et puis pour ce débat. La seconde chose, ce qui m'a fait très plaisir aussi ce soir, c'est que, comme vous le savez, on essaye, nous aussi, de former nos représentants, compte tenu de l'évolution de notre métier, de ce qui se passe en librairie. Et bien souvent, on axe ces formations sur les aspects, c'est quoi l'économie de la librairie, et c'est des choses qu'on essaie de développer. Et ce qui était très intéressant ce soir, et je vous en remercie, c'est que vous avez recentré aussi le débat sur la connaissance des catalogues, qui existent aussi sous forme papier, toujours, Dieu merci. Et pour ça, un grand merci à tous.
Je voudrais répondre à ça parce qu'on a parlé de tout ce travail sur catalogue et sur la connaissance des catalogues par les jeunes libraires notamment, et que c'est aussi la question de poser de quel représentant pour la librairie de demain. Parce que je crois qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions, nous, sur nos pratiques, mais je crois que ces pratiques, il faut aussi qu'on les pense avec de nouvelles manières de travailler avec les représentants. Quel temps pour travailler le fond? Quel temps pour travailler les catalogues? Quelle responsabilité des représentants par rapport à des jeunes libraires pour faire connaître les fonds? Comment fait-on tout ça? Et je crois que c'est aussi le moment de se poser ces questions-là. Je vais caser mes sciences humaines. Non, je voulais répondre juste à mon confrère là, qui parlait du plaisir, parce qu'évidemment, on ne peut être que d'accord avec tout ça. Mais je pense que moi, je fais en partie d'une génération donc, qui sans doute va mourir, hein, mais si. Et il me semble que nous avions, et je ne peux pas croire que c'est complètement terminé. On avait un mot bien grand qui s'appelait une vision. C'est-à-dire que quand on faisait une librairie, on la faisait parce qu'on prétendait y mettre tous les savoirs possibles. Et là, je vais donc parler d'une chose que je n'avais pas envisagé de faire, mais comme Philippe a commencé à parler des sciences humaines, je vais en parler. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, et là je vais répondre aussi à Eric qui parle de numérique, est-ce qu'avant de se préoccuper du numérique, on ne peut pas se préoccuper des domaines entiers de l'édition qui sont présents, qui existent encore dans des catalogues qui sont actifs, c'est-à-dire il y a des livres qui sortent tous les jours dans ces domaines-là, et qui malheureusement disparaissent des librairies. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, certaines peuvent décider de ne pas le faire, mais aujourd'hui, ces fonds et ces nouveautés ont tellement peu de librairies qui les prennent dans leur catalogue que la question se pose, est-ce que le numérique prend le pas sur tout ça, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi discuter de ces rayons qui sont en train de disparaître? Et là, moi, je veux mettre un mot là-dessus qui s'appelle la curiosité quand même, c'est-à-dire que est-ce que la curiosité va disparaître des librairies? Est-ce que parce qu'on n'a pas la culture nécessaire, définitivement on décide que c'est fini, on ne les fera plus? Moi, quand je discute avec certains petits éditeurs de sciences humaines et qu'on me dit qu'aujourd'hui en France, il y a 5-6 libraires qui sont capables de faire et les fonds et les assortiments, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que 300 libraires s'y mettent, mais 5, c'est pas beaucoup quand même. Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi parler du rôle que peut avoir la librairie, pas dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de présenter les mêmes fonds, les mêmes catalogues, et justement l'avantage, et ça je crois que Philippe le disait aussi, c'est-à-dire que quand un éditeur, d'abord pour un éditeur, un bon libraire, c'est celui qui vend ses livres. Or ce n'est pas vrai, un libraire peut faire son choix dans des livres difficiles, et certains vont aimer certains livres, d'autres. Et c'est pareil pour les domaines, pour les thématiques, c'est-à-dire que, je le répète, toute la librairie française ne va pas faire des sciences humaines comme on peut le faire, mais ces rayons sont en train de disparaître. Et s'ils disparaissent, ce sont des éditeurs qui vont disparaître. Donc nous avons aussi une responsabilité par rapport à ça. Et la question que je pose à tous mes confrères libraires, c'est est-ce que définitivement ces domaines disparaissent? Est-ce qu'on parle du numérique ou est-ce qu'on parle de ces domaines? Je pense qu'il est encore temps de parler de ces domaines avant de s'occuper du numérique. Parce que le numérique, de toute façon, c'est ce qu'a dit Philippe, ça peut être très simple. En revanche, suivre des rayons de sciences humaines, ça ne l'est pas. Ça nécessite du personnel compétent, et du personnel aussi qui a conscience que maintenant, dans ces rayons, pour vendre des livres, il faut être vendeur. Or, pendant des années, et ça je parle de mon enfance, les rayons sciences humaines étaient tenus par des purs esprits qui n'avaient aucune conscience que la vente était primordiale pour vendre ces livres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on revient à la formation. Est-ce qu'on forme aujourd'hui des libraires capables de... Et c'était Philippe aussi, moi j'aimais bien dans son texte qu'il disait, parfois on vend des livres qu'on n'a pas lus, mais comment est-ce qu'on apprend à vendre des livres qu'on n'a pas lus? Et justement, le problème se pose pour les sciences humaines, c'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et ce sont ça les questions de la formation, et c'est ça aussi qu'on peut, moi je trouve, là je vais un peu m'éloigner de Pascal, je pense qu'on peut aussi le mettre par écrit, et on est sans doute très peu nombreux à le faire, et la question aussi c'est est-ce que la librairie a une vision ou pas de son métier? Voilà, c'est tout. Madame Vial, oui, vous parliez effectivement de la transmission et de vos rayons sciences humaines. Est-ce que vous seriez disposé à mettre à la disposition de tous vos confrères
l'assortiment de vos rayons sciences humaines. Mais ils le sont, puisqu'ils sont sur Datalib, ils sont sur... et puis même sur Place des Libraires ou maintenant Paris Librairie. Mais de toute façon, il ne suffit pas de donner... C'est ça aussi le problème de la librairie. On a l'impression que parce qu'on donne des informations, elles vont être comprises par tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un, voilà, pour faire un bon rayon sciences humaines, il faut tel et tel livre. Il y a des classements, il y a aussi, comme j'ai fait quand même plusieurs librairies, je veux dire, je n'ai jamais vendu les mêmes livres dans ces domaines, suivant les endroits où je me trouvais. Donc c'est une connaissance qui est, c'est vrai, liée à l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut quand même un certain nombre d'années, ça on le dit tous, je pense, pour pouvoir faire ça. Et donc c'est vrai qu'on a un rôle à tenir pour la formation. Mais quand même, la question, c'est à nouveau, est-ce que la librairie veut garder tous ces rayons qui sont des rayons difficiles? Est-ce qu'on a aussi un rôle à tenir par rapport à une production un peu exigeante? Est-ce que, etc., etc. Je pense qu'on est aussi, moi j'en parle dans la péréquation, c'est-à-dire qu'on doit vendre des livres faciles. On n'a aucun mépris pour les livres faciles. On en lit aussi, donc c'est pas un problème. Mais on a comme mission de proposer de l'exigence. Voilà. Et l'exigence ultime, c'est évidemment un rayon, le rayon qui s'appelle sciences humaines, un nom impropre, mais je ne vais pas faire un cours, voilà, dans lequel aujourd'hui on met des livres qui ne sont pas vraiment des sciences humaines, et notamment, et là on peut en parler, des livres d'actualité politique. Et moi, je suis ravie, accompagnée, d'avoir installé un rayon actualité politique, parce que c'est un rayon qui me montre que les clients ont encore une curiosité pour les livres, puisque en dépit des magazines, en dépit de la presse, qui va très mal d'ailleurs, mais en dépit de tout ça, on vend très bien ces livres-là. Voilà. Et que c'est une porte ouverte, c'est comme un roman dit grand public, c'est une porte ouverte sur autre chose, et que l'intérêt pour d'autres livres peut exister. Et voilà. Et on a effectivement pas avoir de mépris, pas se dire... mais est-ce qu'on se donne les moyens de tenir aussi tous ces rayons, ou est-ce qu'on les abandonne? Voilà. Je peux ajouter que si on ne sait pas où sont les lecteurs sur plaquettes numériques, donc ça on ne peut pas, mais par contre les lecteurs de sciences humaines, ils sont à côté de chez nous, ils sont chez nous, que ce soit dans une préfecture, évidemment encore plus dans une ville universitaire, ils sont à côté. Alors évidemment, il faut aller, quand on les a abandonnés, en diminuant de trop son secteur sciences humaines, il faut aller les reprendre. C'est un boulot de tous les instants. Et chaque fois qu'on en reprend un, on le reprend, on sait sur qui, on le reprend sur Amazon. C'est un boulot de prophylaxie. Et puis c'est un boulot pour les éditeurs. Je veux dire, c'est évident aujourd'hui qu'il faut reprendre pied dans ces secteurs-là. Ça me paraît, je veux dire, Josette a été impeccable dans sa démonstration. Il faut y revenir. Et de toute façon, en plus, moi, je veux dire, on a un très gros rayon en sciences humaines. On fait 30% en sciences humaines du chiffre d'affaires. Bon, on fait 9 millions de chiffres, dont 30% en sciences humaines. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et on est à l'augmentation en sciences humaines, on est en baisse en littérature depuis 2 mois. Oui. Donc ça va, c'est pas perdu. Et puis ça peut être des presses universitaires de Rennes, donc ça peut être du très dur en recherche, et puis ça peut être les essais chez Gallimard, ou ça peut être des livres de politique, c'est la découverte. On maintient depuis toujours un nombre considérable de centaines de bouquins à la découverte tous les ans. Je crois que il est aujourd'hui impératif d'aller retrouver le lecteur où il est. Et dans les universités, ils auront tendance à avoir le doigt facile sur la souris. Donc il faut aller leur dire que le doigt, ils peuvent tout d'un coup l'avoir un peu paralysé, inhiber le geste du doigt. Je voudrais juste rajouter une chose, excuse-moi. On revient sur la formation, parce que le constat que fait Josette, c'est que pour ces livres de sciences humaines et ces fonds et ces catalogues, où est-ce qu'on trouve le personnel? Moi, je me suis aperçu d'une chose avec notamment nos amis de Paris Librairie, et même quand on a échangé ensemble, on est quasiment tous en train de recruter tout le temps. Il y a toujours le nombre de libraires qui cherchent en ce moment à recruter, c'est assez important. C'est-à-dire qu'entre un départ, quelqu'un qui quitte Paris, on est tout le temps en recherche de personnes. Et pour ces rayons, cette exigence, mais c'est pareil pour le rayon Beaux-Arts, c'est pareil pour le fonds littérature, et c'est pareil pour un bon rayon jeunesse. On revient sur le problème de la formation. En ce moment, une jeune personne qui vient nous voir, qui vient sur le marché du travail,
il n'y a à peu près rien qui le discrimine en termes de recrutement ou de niveau de première rémunération, que ce soit quelqu'un qui ait fait une des formations diplômantes sur le métier du livre, ou un intello précaire, suréquipé intellectuellement, et c'est souvent là qu'on fait d'excellents recrutements, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait de longues études universitaires, qui n'a pas trouvé sa voie ni dans l'enseignement, ni dans la recherche, ni dans le journalisme. Et quand on trouve une bonne personnalité, avec le goût du contact et du commerce, il nous suffit après de faire le pari de lui apprendre la technique, mais il a pour lui la curiosité intellectuelle et qui sont un atout fondamental. Donc, notre vrai problème, c'est ça, c'est qu'en ce moment, on a quand même à la fois du mal à recruter et de trouver un personnel de qualité qui arrive à conjuguer ces deux compétences. Je réponds par ricochet à François Boujard. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un problème de générosité de la librairie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte de donner de ses propres savoirs, voilà, qu'est-ce qu'on accepte de partager. Je signale juste que nous avons un site sur lequel sont mis les catalogues dont parle Christian et que continue à faire Jean-Paul Archy, que nous mettons toutes nos vitrines thématiques. Alors certes, on ne les remet pas à jour, mais elles y sont toutes. Voilà, depuis le site a été refait il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans de vitrine, et comme on en fait beaucoup, comme je l'indique dans ma plaquette, donc le partage fait aussi partie, je pense, de la formation. Il existe. Est-ce qu'il est utilisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, on le fait. Voilà. Une dernière question. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier d'être venus aussi nombreux, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des suites de ces travaux. Voilà, à bientôt, merci.